qui avait pris un cajot, elle, parce qu'elle avait trouvé de badrelles. Ces badrelles qu'elle avait trouvées, c'est quoi, les mettre, elles étaient énormes, grosses comme des assiettes. Et là, il coup dans un panier, et mis dans le couloir pour que tout se passe bien. Sauf que, il y a eu un problème. Quelqu'un que tu connais d'ailleurs. Il y a Jojo. Tu te rappelles de Jojo? Jojo, il venait du fond du car, à bride rabattu, comme il disait là-bas. Et finalement, à un moment donné, l'a enjambé, il a mis le pied dans le cajou. Je vous dis pas le dégât. Alors, on n'était pas très très contents. Voilà, en ce qui concerne le marché, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Quand même, celui-là il est collector. Hein. Ça c'est du collector. C'est en fait... C'était tenu par la famille Garand, ouvert en 1900. Et ça s'appelait au Grand Bon Marché, vêtements Alfred Garand. Une petite valise comme ça en carton, je me souviens, vêtements Garand dessus, avec une poignée, et après on se baladait en ville et on roulait un petit peu la caisse. C'est important. Donc il y avait des chapeaux, des cravates. Souvent la cravate était offerte au moment où on achetait le costume. Le cadeau, une cravate, ton tour, et quelquefois il y en a qui l'utilisaient pour d'autres choses. Il y a du produit dedans. Bon. Ah oui, il faut en mettre. Bonjour. Alors, Marie-Lise veut nous dire un petit mot. Viens là. En tribune. Au tableau. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux. Donc, comme on vous le disait avec Michel, on va descendre donc la grande rue de Bressuire, le centre-ville de Bressuire. Et vous allez voir, grâce à ce petit flyer, vous avez le plan de Bressuire avec les numéros et les emplacements des photos. Donc, à chaque fois, lorsque vous allez descendre la grande rue, vous allez avoir au sol un B, le B de Bressuire. Et vous aurez juste à lever un petit peu la tête et vous verrez donc la photo ancienne du commerce. Donc on va continuer. Il y avait également René Monger qui succéda à M. Blanchet, mais aussi M. Guérino et M. Chauvin. Ah, quand même. Parfait. Il y avait Noireau, il y avait monsieur. Non, pas Cros. Pas Cros, il était un petit peu plus tard. Il a été cultivé entre 1900 et 1950. Après, forcément, il a... C'était là aussi des clientèles un peu différentes. Il y avait les clientèles traditionnelles, et puis il y avait les clientèles de cérémonie. Et là, ça commençait très tôt, parce qu'il y avait pour les communiants déjà le couvert en argent, le chapelet, enfin toutes les choses qu'il fallait prendre à l'époque. Il y avait vraiment des cadeaux qui étaient bien significatifs par rapport à la... Le seau à glace, ça marche. Pas le Flitox, c'était pas dans ce magasin-là. La broche à gigot. Les broches à gigot. Oui, mais j'en ai déjà entendu une mouche, il me semble, non? Oui, donc il y avait bien entendu tout ce qu'on pouvait trouver à l'époque. Il faisait la moitié de ce qu'il est maintenant, parce qu'on avait une salle à manger derrière. Donc on vendait beaucoup de produits au détail. On vendait des bouchons, on vendait des mèches, pour lécher les barriques, on vendait... Et après, petit à petit, il a fait des produits vétérinaires. Parce que l'entreprise vétérinaire où il servait, c'était à Thouars, ça s'appelait Ménard Frères. Donc petit à petit, il a créé son affaire comme ça. Mais ce qu'il y avait, je trouve, c'est que moi, ce que je voudrais dire, c'est que derrière chaque magasin, il y avait un nom, il y avait une famille. On se connaissait tous, on était tous copains ensemble. On allait après la fermeture, on allait à la force à bout, on faisait des manèges, le matin, on balayait tous son trottoir. Donc on voyait tous, tu viens dormir. Je savais que M. Louis avait de l'asthme, je savais s'il ne dormait pas la nuit, j'ouvrais la fenêtre. Il y avait une ambiance, il y avait donc c'est ce que je trouve que ce qui manque un petit peu maintenant, c'est que des enseignes. Il y avait une confiance, il y avait...
premier magasin, mais place Notre-Dame. Ensuite, ici, rue Anatole France, il achète donc ce magasin et il prend également l'autre petit magasin à côté, c'était un limonadier, je pense. Voilà, et donc où il a transformé la maison en un cinéma, le Savoie. Voilà. Vous avez Jusqu'en 2011, non? De 84 à 2011, avec ma grand-mère. C'est là qu'on venait quand on fréquentait, on venait au cinéma et on se motait un peu comme ça. Tout le monde s'est moté au cinéma, non? Tout le monde sait ce que ça veut dire se moter? Oui, tiens. Non. C'était super. On faisait tirer le portrait, donc on se faisait prendre en photo. Finalement, c'était pas rien, parce que déjà quand tu étais tout petit, tu n'avais rien demandé à personne, on te mettait à plat ventre sur un coussin, tout nu, paf, on prenait les gens en photo. C'était chouette d'ailleurs. C'était chouette. On faisait la photo quand même sans le flash. Et puis surtout, il y avait des positions qui étaient prises par les gens qui se faisaient photographier. C'est peut-être encore un peu maintenant pareil avec notre ami. Mais bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, parce qu'il y a une évolution extraordinaire dans la photographie. C'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait de la photo, mais c'était toute une préparation, tout un processus. Et maintenant, on se balade avec son portable en ville, clac, on fait une photo, où les gens ont des petits appareils gros comme ça, des caméras sur le truc, des diapositives. Des diapositives, on rangeait ça dans des petites boîtes avec des toits jaunes, des toits jaunes, et on mettait tout ça et on passait ça dans une machine, ou même en individuel, ou alors avec un appareil, on pouvait voir ça dans... Comme les cartes qu'on achetait. J'ai marchandé des livres avec un cheval et une chevrette. Le cheval s'appelait Boulot. Monsieur, je me souviens pas. Ben non, mais attendez, il y a un problème quand même, parce que si c'était un cheval et que ça s'appelait Boulot. Là aussi, une famille, vous pouvez voir sur la photo qui est là-haut de l'ancienne boucherie. La boucherie Jean Chray, c'est une affaire de famille, puisque sur la même photo, on voit l'arrière-grand-père. L'arrière-grand-père, le grand-père, le père et le fils, voilà, qui a donc porté des quartiers de bidoche, quoi. Ils avaient donc déchargé dans leur remorque ou dans le véhicule qu'ils avaient, et ils se posaient sur le dos des paquets de bidoche, la moitié d'une moitié de bête, quoi. Je veux dire, je ne sais pas combien ça pèse un animal comme ça, mais disons qu'un quart d'une vache ou un quart d'une génisse, ça doit peser un certain poids. J'étais toujours épaté par ça. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'épatait aussi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit là, mais c'est pour la petite histoire. C'était les gens qui portaient les caisses de vin. Les marchands de vin. Je disais à mes parents, on était tout petits, je voudrais bien être marchand de vin, tu as vu? Alors ils portaient une caisse de chaque côté, comme ça, de 12 bouteilles dans chaque. Et je les voyais faire, et je regardais ça, je disais, mais qu'est-ce que c'est bien? C'est une vieille histoire, la viande avec le bocage bressuirais. D'ailleurs, il y avait beaucoup de bouchers à l'époque dans la ville. Hein. Je ne sais pas, Marie-Lise, elle est où? Si tu les as recensés, mais il y en avait combien? Tu devais faire un petit préambule, là? J'ai oublié de te donner la main. C'est pareil, c'était une famille de gens qui ont commencé par la peinture, par des choses comme ça. Et là j'ai pris le temps de souligner quelques points forts. Les Sauniers étaient commerçants pendant 3 générations. Donc tout ça, ça a commencé dans les années 1835, 1893. La vie bressuiraise. L'histoire a commencé avec Jules qui est né en 1870 et qui était d'abord installé rue des Campes, puis un peu plus haut de la rue Gambetta. Il décède en 1900 de la fièvre jaune contractée au Tonkin. C'est donc son frère François qui prend sa succession avec son épouse Marguerite. Ils vont prospérer le magasin et s'installent ici, donc le magasin Tentation, mais également avec la partie du magasin Ma Petite Cabane.
C'était un seul bloc. Donc François Saunier a peint pour son plaisir le bocage bressuirais, des natures mortes, des portraits pendant toute sa vie. Très proche de son camarade d'école Didier Bernard, qui fut maire de Bressuire, il lui donna des peintures à l'huile qui aujourd'hui ornent l'escalier de la mairie. Dans les années 50, c'est Francis, son fils, qui de formation peintre-décorateur participe à l'entreprise familiale et renomme le magasin Galerie Saunier. Avec son épouse Madeleine, ils la tiendront jusqu'en 1970. On peut préciser aussi que Francis a réalisé pour la mairie la peinture du château dans la salle des mariages. Oui, alors, moi je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi ils s'appelaient Saunier. Parce qu'ils ne sont pas au bord de la mer, finalement. Hein? Bon, c'est pour moyenne aussi, je ne sais pas comment. L'épicerie du centre a été créée par Jules Tribouillard, le grand-père de Michel. Donc la première épicerie se trouvait à la bijouterie Kant. Ensuite, en 1922, c'est Émile Tribouillard, donc papa de Michel, qui prend la succession. Et donc c'est ici, en 1900 à peu près, que l'épicerie s'est installée ici. En 1964, c'est Michel Tribouillard donc, qui prit la succession jusqu'en 1992. Sur la photo, on peut aussi dire que le petit garçon sur la gauche, c'est René Bichon, qui est aujourd'hui à la maison de René Fatal. À la maison de René. Et qui a passé 48 ans dans la maison. Il va avoir 97 ans. Il va faire 97 ans. Oui, donc Michel a aussi sauté une petite chanson à faire sur la rue de la Huchette. Ah d'accord, bien. Ah oui, d'accord. Donc la Huchette à l'époque avait une chanson. Les commerçants de la Huchette chantaient une chanson. Ils n'ont pas tous vous la chanter, mais ceux qui la savent vont... Oui, il faut se rapprocher, il faut chanter les Archives de la ville de Bressuire. Et vous la chantiez à quelle occasion? deux fois qu'il nous Vous la chantiez à quelle occasion, il est demandé? À quelle Sans occasion? occasion? Donc quand on se retrouve, des fois. Ah d'accord. Non mais allez. Ah mais elle était chantée par c'est l'Union musicale à l'époque. Il y avait Je me rappelle pas que ça doit remonter dans les années Ça 1900. c'est pas peut-être que ça. Allez, on y va. Alors, On chante la chanson. 3, à 4. Bressuire, ce qu'il y a de plus chouette, c'est la rue de la Huchette. On y voit de jolies filles bien gentilles. Elles ont un petit air moqueur qui vous font battre le cœur. Ah vraiment, elles ne sont pas niaises, nos petites Bressuires. Il y a 6 couplets. Bravo. La prochaine visite, on la chantera en entier. Celle-ci, elle est peut-être inventée, non? Non, non, authentique, aussi vrai que je m'appelle. Très bien, bienvenue chez Bravo. Moi, je pense qu'on peut les remercier. C'est que Robert l'a nettoyé. Moi, je trouvais ça très drôle. Ce monsieur, il avait donc son commerce et il était tout le temps sur le trottoir. Ça c'est vrai. Il était sur le trottoir, il regardait ce qui se passait, puis les filles, bon, ça met... Cette galerie passait chaque matin devant le magasin Mode. Elle a fait des économies, réalisé des petits sacs fantaisie et en empruntant à différentes personnes, elle a pu réaliser son rêve et racheter ce magasin en 1945 à peu près. Sa plus fidèle employée, Gabi, est rentrée comme apprentie et est restée jusqu'au bout de l'aventure. À la retraite de Gabi, Jacqueline Mété a fermé définitivement le magasin. Voilà. Mais c'est tout dit, hein. Non, mais c'est que vous fabriquiez de très jolis chapeaux. Mais alors, un coup, il y avait des fruits dessus. Un coup, il y avait des fleurs. Donc, vous aviez un jardin. Ah, exactement. Hein, Bon, on alors, montait dans le cerisier même, on mettait beaucoup de cerises. Oui. Non, c'était amusant, tous ces éléments qui étaient sur les chapeaux. C'était un métier très drôle. On a beaucoup rigolé. Enfin, il y avait aussi des soucis, mais on avait une clientèle qui était tellement sympathique, qui nous a permis de tenir jusqu'au bout. Beaucoup sont devenus des amis même. Et on a été jusque-là, jusqu'en 90. Bien. Ouais, ça, c'était vraiment le formidable. Là, on passait des moments formidables avec les mariés. Et puis... Vous alliez vous aussi avec les mariés? Oui. Ah bon? Ah ben c'était nous qui faisions. Vous alliez au mariage? Ah, pas tous. J'allais les habiller. C'était déjà pas mal. C'était le moment préféré pour moi. Gabi, Oui. je crois que vous avez d'excellents souvenirs. Oui. Madame Mété en a aussi beaucoup. Ben oui, c'est je vais ça, vous raconter j'aurais une voulu petite qu'elle soit là, anecdote, moi. puis qu'elle- Marie-Lise est là. Un jour, nous sommes allés chez Madame Mété
pour faire les enregistrements. Vous savez qu'à une époque, on a fait des enregistrements sur deux sujets, la guerre 39-45, et aussi sur la vie dans les communes autrefois. Et on a interrogé Madame Mettet, Marie-Lise, et elle avait vraiment une mémoire et un récit. On n'a pas dit un mot pendant une demi-heure. Sauf que Marie-Lise, au bout d'une demi-heure, m'a dit « Madame Mettet, excusez-nous, on a un petit problème. » Le magnéto n'avait pas fonctionné. Aujourd'hui à la maison de retraite à Lono. Il y a également sa fille, une de ses filles qui est ici à André, je crois. Madame Lacolle, elle est peut-être partie. Fripounet et Marisette. C'est plutôt pour les filles, ça, non? Fripounet et Marisette, ça vous dit rien? Si, oui. Ça s'appelait Lisette. Oui. Alors on a acheté ce petit journal, moi je me souviens avoir acheté ça, je disais ça, je planquais un peu chez moi parce que c'était... Un peu comme l'Almanach Vermeau, non, plus récent. C'est pas très grave, mais j'arrive pas à trouver. Alors il y avait aussi pour l'histoire, ça c'est une petite histoire personnelle, il y avait un monsieur qui s'appelait... D'abord il y avait une bande dessinée dans le Courrier de l'Ouest, et cette bande dessinée du Courrier de l'Ouest, il y avait 4 ou 5 photos, avec une histoire à chaque fois. Ça s'appelait Mouche. Ah ben moi j'en ai des choses, j'aurais dû l'emmener. Ben voilà, il faut en parler avec Marie-Lise. Ça va m'intéresser. Tenez, je vous fais voir ça, c'est là justement. D'accord. Mon papa, la fille avec qui on parlait, et là c'est la Non mais Monsieur Mouche, j'ai plein de choses. D'accord, ben ça c'est noté. Parce que mon père était chez Moinaton, à Courlay, des vêtements qui durent. Ils avaient aussi un camion, exactement comme celui du Courrier de l'Ouest. Et moi, je distribuais les prospectus des vêtements qui durent. Et j'avais fait la connaissance de ce monsieur qui donc représentait monsieur Bush à la ville, pardon. Et c'était vraiment quelqu'un de très sympa, qui était très content de faire ça. Ça lui a même rendu énormément service par rapport à sa vie personnelle. Et donc c'est une anecdote que je voulais vous conter parce que cette petite histoire de Bush, tous les jours on attendait. Ce qui se passait beaucoup à l'époque avec les journaux, c'est que les gens qui étaient achetaient le journal, comme on dit, et il y avait des gens ils le donnaient le lendemain aux gens qui n'avaient pas trouvé les moyens d'acheter le journal. Donc ils faisaient avec une journée de retard, mais il n'était pas question de donner le journal. De blague, hein, c'était fait par les services de la ville hier soir. Ah. Il semblait qu'il y avait un petit test, je vous ai vu tout à l'heure. Avec mon beau-père, c'est bizarre. C'est flagrant. Oui, c'est flagrant. Oui. Tout le monde est là? Monsieur Jacques? Allez. Alors donc ici, place des anciens combattants, se trouvait le premier studio de photographie de Monsieur Cuissy. Il y avait aussi le magasin d'optique. Alors aujourd'hui, il se veut que le studio se situe à Artisans du Monde et l'optique médicale chez Boca Studio, tenue par Claude Cadieux et sa fille. Donc là, on a mis en recto verso, vous avez la photo donc, du magasin opticien. Et là, de l'autre côté, c'était le magasin de photos. Alors, je crois savoir, mais là vous allez me corriger, je ne suis pas sûr de moi. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des possibilités d'aller chez un marchand de lunettes et vous faisiez les contrôles et finalement, ce n'était pas nécessaire de passer par un ophtalmo. Ça vous dit? Il y avait aussi les lunettes. Alors, les lunettes, on appelait ça les culs de bouteille. C'était des lunettes qui faisaient 5-6 mm d'épaisseur. Et franchement, ces lunettes étaient nécessaires à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de correction. Et les enfants, souvent moqueurs, se moquaient de leurs collègues qui avaient de ces grosses lunettes-là. C'était pas très sympa quand on y repense maintenant avec le temps. Mais vraiment, ces lunettes ont vraiment existé. Et je vous assure que quand quelqu'un avait ça sur le nez, et il y a un monsieur qui donc avait besoin de lunettes, achète des lunettes à double foyer, il revient chez lui et disons que
il veut les prendre. Sa femme lui dit non, t'attends, dimanche, tu les mettras pour aller à la messe. Et puis c'est tout. Il attend un petit peu, des lunettes comme ça, c'est pas rien. Donc il attend le dimanche et finalement il s'en va à la messe, le beau costume, la casquette vissée sur la tête, les lunettes sur le nez. Bon, il marchait un peu de guingois, mais enfin ça allait. Et finalement, sa femme l'attend devant l'église, mais lui, il avait l'habitude tout le temps d'aller faire pipi derrière l'église. C'était son truc, avant de rentrer, il dit des fois que ça me prendrait dedans, on ne sait pas. Donc finalement, il y va, il revient. Là, attention, parce que pour les oreilles, la chute est un petit peu, un petit peu osée, disons. Bon. Et finalement, sa femme va revenir, mais il est trempé, avec l'autre du beau costume trempé. Alors regarde, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Oh, il dit, parle-moi pas, t'es bon, sans lunettes. Et on s'est regardé en bas, il a vu une grosse puis une petite, ben il a pris la grosse sur la petite qui a pissé. Il y a beaucoup de personnes qui attendaient vraiment avant de passer à la lunette. Acide. Acide de pomme. Voilà, acide de pomme. Voilà. Tout en chair. Alors il peint aussi, lui, mais c'est volé. Oui. Maintenant, il les a mis en plastique, mais ça, il est même pas comme neuf. C'est plus facile à peindre de en plastique, bien sûr. Avec un coup de jet. Il est pas en jet. Ah d'accord, très Voilà. bien. Ça sent bien tout le temps. Bon, c'est bien. Bon, ça va? Ça va, il y avait cette inscription, graines potagères, fourragères et florales. Tout est dit. Donc, vous pouvez tout trouver à la semouse. Cela dit, ça va du sac de grains de 25-30 kg des petits sachets conservés. Les corbeaux mettaient le nez dedans, ils pouvaient tous s'en sortir, ils commençaient à voler, au bout d'un moment, boum, ils tombaient complètement dans le cirage. Tout ça, c'est des histoires qu'a racontées des gens du coin, qui étaient bien entendu des histoires inventées. L'épicerie Fuseau a gardé sa belle devanture en bois, elle n'a donc pas changé. Les épiceries, on peut encore en citer quelques-unes. L'épicerie en gros Léon Gelot, située boulevard du Colonel Aubry, aujourd'hui une résidence qui fait l'angle de la rue Jean Jaurès. L'épicerie Bonifay, Louis Pelé, Verger, Morando, ou encore l'épicerie Boudot-Garot, place Labatte, appelée à la ménagère. J'ai lu les articles sur l'épicerie Fuseau. Il y avait en dessous de noter, j'ai trouvé ça bizarre, épicerie comestible. Bon, bien sûr, je comprends ce que ça veut dire, mais la façon dont c'était posé sur la fiche, c'était assez marrant. Épicerie comestible, tant mieux, tant mieux. La bolle de chlorine et la bolle de chlorine et la bonne tisane. Voilà. Du bon, du bon. C'est un quinquennat parfait. Du bon, du bon, du bonnet. Du bon, du bon. Il y avait aussi le guignon l'équire. Martini, c'était quoi la pub? Martini, c'est la santé, c'est la vie. On envoie de Gabi, à avance. Paris. Ouais, Gabi va la refaire. Hein. Allez, viens Gabi. Ah si, avec les applaudissements. Allez Gabi. Allez. Sandra Gabi. Boire un martini, c'est la santé, c'est l'appétit. On envoie de New York à Paris, il n'y a rien de meilleur qu'un vrai martini. Et si vous voulez régaler vos amis, prenez un martini. Ah d'accord, maintenant ça va bien. Sur les apéritifs, donc il y avait le perroquet. C'était quoi? Ricarment. Il y avait la tomate. Ricard grenadine. Il y avait le fond de culotte. Ah, pourquoi? Parce que le Suze Cassis. Voilà, bravo. Il y avait aussi, il y en avait bien d'autres. Il y avait aussi un limé. Un limé, c'était quoi? Il y avait aussi du litiné. Litiné du docteur Gustin. Allô, allô? Allô, allô? Dans quelques instants, vous arriverez à la station suivante. Allô, allô? Ouais. Du litiné. C'est des sachets. Des sachets. C'était des sachets qui faisaient une eau gazeuse. Des sachets qu'on mettait dans l'eau et qui faisaient une eau gazeuse. Le seul inconvénient que ça avait, c'est que l'eau gazeuse, ça fait... C'était Yak Lacta. Ça dit quelque chose, Yak Lacta? C'est la fameuse machine qui se refermait, qui fabriquait les yaourts.
Alors il y en a partout dans les greniers, dans les sous-sols, dans les machins, parce que ça servait une fois. C'est comme pour faire le pain. La machine à pain, on en a une à la maison, nous aussi. Hein, je sais pas où elle est, là, c'est pas la machine à pain. Mais là, hier, t'as bien dû en avoir une aussi. Ah, j'ai pas eu ça, non. T'as pas eu ça? C'est un cadeau à me faire. Alors voilà, bon, il y avait bien entendu toutes les publicités traditionnelles, les petits beurlus, hein, le lustre cru. On en fera d'autres plus tard. Sur Bonux. Bonux, il y avait un petit cadeau dans le paquet. C'était des Kinder à l'époque, sauf que ça... Ouvrier Jean-Guy Météron et Antonin Bourreau. Antonin Bourreau ouvre à son tour son salon en route de Nantes qu'il appellera Chez Tonin. Voilà, il se rappelle de ça. Moi j'ai connu. Et donc, leur fils, Jean-Paul Bourreau, était donc conseiller municipal à la ville de Bruxelles pendant toutes les années. Son père avait donc un petit magasin après de coiffure sur le boulevard de Poitiers. Le coiffeur, on va parler des postiches que ces dames se faisaient mettre dans les cheveux. J'ai besoin de précision, mesdames. C'était dur à enlever, les postiches? Non. J'en ai pas mis un cheval. J'en ai pas mis. Et souvent, les hommes se coiffaient en arrière. Ça revient d'ailleurs à la mode. Il y en a même qui mettaient du suif, de la graisse. Après, quand tu étais au champ, la brillantine, c'était pas mal. Et puis, la pub de l'époque, c'était avec Pento, l'épi et KO. C'était ça. Et les coiffures féminines, parlons-en. Moi, je me souviens des Anglaises. Ça me fait penser à ma soeur. Non plus, mais enfin, la coiffure à l'aiglon, on coupait les cheveux très courts, on les frisait. C'était après le film qui a passé, l'aiglon. Vous vous rappelez pas de... Non? Parce que vous êtes trop jeune. C'était en 1842. Alors, mettons un petit peu après, quoi. En 1854. D'accord. Ah ben là, j'avais un petit peu... Oui, ça va. Ouais. Je suis basse. Ça, c'est la mère de Michel. C'est la dame qui est à côté. Là, à droite? Oui. Tu la connais Moi, je la pas? connais, cette dame. Bah oui, c'est Solange Chariot. Oui, oui. La femme à la D'accord. Ah oui, Enfin, là, évidemment, quand tu l'as connue, elle n'avait pas ça. j'ai écouté un petit peu le récit, justement, de la personne qui parle de cet endroit. Je me posais la question, pourquoi ça s'appelait la terrasse? L'explication dans le texte est la suivante. À l'étage, il y avait tout un espace qui était considéré comme une terrasse. Donc il y avait des gens qui étaient dans le bistrot et il y avait des gens qui étaient à la terrasse. Donc c'est un petit peu l'origine du nom de cet espace du haut qui était vraiment équipé comme une terrasse, hein, comme on peut boire un coup dehors. Jeu de voleur, moi j'adorais jouer au truc. Des parties de trucs terribles. Et puis l'histoire, je l'ai racontée, il y avait la fameuse Haute-Seltz. L'Haute-Seltz qu'on mettait dans la Suisse aussi. C'était souvent dans la Suisse. Ces bouteilles ont été supprimées, elles ne sortaient pas parce qu'elles étaient dangereuses. Ah ben, je suis d'accord. Bon, ça viendra plus tard. Alors, chez Mimi, le frigo, un vrai producteur pour manger dans les qualités de viande supérieure. Comme on parle de la viande, beaucoup de nos productions étaient vendues aussi à Paris. Il y avait une rue particulièrement, l'avenue de Versailles. Pratiquement tous les bouchers de l'avenue de Versailles vendaient la viande De Nantes, l'hôtel Sainte-Catherine, place Labatte. L'hôtel du Faisan, boulevard de la Gare, tenu par Jean Cornic, et le somptueux hôtel du Dauphin qu'on parlait rue Gambetta. Et puis après, il y en avait en effet plein d'autres. Donc la boule d'or, la photo là-bas, vous voyez, c'est quand même particulier, c'est un établissement qui existe depuis un certain temps.